Il y a des scènes qu'on n'oublie jamais. Non pas parce qu'elles sont épiques, mais parce qu'elles te brisent de l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas voir les 10 scènes les plus dérangeantes de toute l'histoire du cinéma. Et crois-moi, rien, absolument rien, ne leur ressemble. Pendant tout le film, Erika garde le contrôle. Professeure de piano, élégante, rigide, parfaite. Mais au fil de l'histoire, on découvre qu'elle est brisée de l'intérieur. Elle vit avec sa mère dans une relation étouffante. Elle n'aime pas et ne se laisse pas aimer, réprimée et pleine de perversions extrêmes. Jusqu'à ce qu'il arrive, son élève. Jeune, sûr de lui, insistant. Erika ne sait pas gérer le désir. Alors elle lui écrit une lettre dans laquelle elle détaille, point par point, ce qu'elle veut qu'il lui fasse. Mais pas par plaisir, par humiliation, par traumatisme. Le plus extrême qu'on puisse imaginer, où la dignité humaine disparaît et où surgit le côté le plus sombre de la répression. Ensuite vient la scène. Il entre chez elle. Ce n'est plus son élève. C'est un animal confus, persuadé de deviner ce qu'elle veut. Il la frappe, la viole, l'insulte, même sa mère. Il essaie de reproduire chaque phrase de la lettre. Il croit accomplir sa fantaisie. Mais Erika ne réagit pas. Elle n'éprouve aucun plaisir, n'implore pas, ne dit rien. Elle reste là, brisée, complètement dissociée. Et ce silence dit tout. Pas de musique, pas de montage. Juste une violence sèche, psychologique, glaciale. C'est le moment le plus perturbant du film. Parce que ce n'est pas un abus ordinaire. C'est encore pire, l'exécution exacte d'un désir pervers, où le désir n'existe plus. Il ne reste que le désespoir. Et quand il a fini, il s'en va comme si de rien n'était. Et Erika reste là, silencieuse, détruite, sans âme. Leonard Lawrence a commencé avec un sourire, mais il n'aurait jamais imaginé ce qui allait lui arriver. L'armée le broie dès le premier jour. Il ne l'entraîne pas. Il le déshumanise. L'humiliation le ronge. Chaque hurlement du sergent Hartman traverse son crâne. Chaque punition le transforme. Jusqu'à ce que, peu à peu, il cesse d'être un garçon et devienne autre chose, quelque chose de brisé. La scène dans les toilettes est le point culminant. La caméra avance, en silence. Il est là, assis. Il sourit. Il tient un fusil. Il récite le credo du fantassin comme une prière. Joker tente de lui parler. Mais Pyle n'écoute plus. Il fixe le vide, comme s'il n'y avait plus rien en lui. Et puis il tire, sur le sergent qui l'a détruit. Puis... il n'y a aucune censure. Le sang, les cervelles éclaboussées sont montrées sans ménagement, bien trop choquant pour YouTube. Mais si vous l'avez vu, vous savez que cette image ne vous quitte jamais. Ce qui choque, ce n'est pas la violence. C'est tout le processus par lequel le recrue perd son humanité, jusqu'à atteindre ce point. La musique sinistre, son expression, le contraste entre un film de guerre et l'horreur absolue. Cette scène porte la critique la plus féroce que le cinéma ait jamais adressée à l'armée. Ce qui semblait être un film d'horreur rurale se transforme soudainement en cauchemar psychédélique. Denise est tombée au cœur de l'enfer, littéralement, sous terre. Parmi des cadavres pendus, des tunnels rouillés, des lumières rouges et des cris venus d'une autre dimension. C'est là que surgit le docteur Satan, la légende maudite à laquelle tout le monde croyait existe. Et ce qu'il fait est pire que n'importe quel mythe. Il est relié à une machine chirurgicale, mutilant des corps humains sans anesthésie, sans raison, comme des jouets brisés. Tout bouge, tout tournoie. Le montage est chaotique. Le son, un mélange de rires distordus, de scies électriques et de gémissements agonisants. La caméra ne fait aucune pause. On ne sait plus si on regarde un film ou si on est piégé dans une hallucination démente. Et comme si cela ne suffisait pas, apparaît une créature encore plus dérangeante. Un mutant au masque à gaz, sans visage, sans pitié. On l'appelle l'homme de fer. Et tout ce qu'il veut, c'est écraser. Cette scène ne cherche pas à effrayer. Elle veut étouffer. Parce qu'ici, l'horreur n'est pas narrative.
Elle est sensorielle. C'est comme être enfermé dans l'esprit pourri d'un tueur, en priant pour s'en sortir. Peter se réveille. La maison est silencieuse. Mais quelque chose ne va pas. Il y a une présence. Une tension invisible. La caméra le suit dans des couloirs qui ne semblent plus réels. Et soudain, il la voit. Sa mère. Suspendue au coin du plafond comme une araignée humaine. Silencieuse. Observant. Pas de musique. Juste le son d'une terreur contenue. Peter ne la remarque pas. Mais nous, si. Et c'est pire. Il s'enfuit, descend. Mais l'horreur le suit. La mère l'évite derrière lui. Il monte au grenier, ferme la trappe. Il pense être à l'abri. Jusqu'à ce qu'il l'entende. En haut. Elle flotte. Se cogne la tête contre une poutre. De plus en plus vite. De plus en plus fort. Jusqu'à... décollement. Peter hurle, court. Regarde autour de lui. Des silhouettes nues l'entourent. Pas de sortie. Il reprend la fuite vers la cabane dans l'arbre. Une entité l'envahit. La musique change. Ils sourient tous. Ils l'appellent Roi Paimon. Et à ce moment, tu comprends que Hereditary n'était pas une tragédie. C'était un rituel. Et toi, tu en étais parti. Tout au long du film, on le voit se dégrader. Scientifique brillant, passionné, obsédé. Au début, il perd un peu le contrôle, puis ses ongles, puis ses dents. Ensuite, tout. Seth Brundle n'est plus un homme. Il est une tragédie vivante. Il s'est fusionné avec une mouche lors d'une téléportation ratée, et depuis, chaque cellule de son corps hurle. Mais le plus dur, ce n'est pas son corps. C'est qu'il reste conscient, sensible. Et c'est ça qui en fait un véritable monstre. Le climax survient quand il tente d'entraîner Veronica, la femme qu'il aime, enceinte de lui, dans une fusion finale. Elle hurle, pleure, se refuse. Mais Brundle ne veut plus être sauvé. Il ne veut plus mourir seul. La machine s'active et tout bascule. Seth se fond dans les composants. Ce qui sort de la capsule est inhumain. Une créature mécanique, difforme, haletante, à peine debout. Elle n'a pas de bouche, mais elle a des yeux, ce qu'il en reste. Et alors, le moment le plus perturbant. Il rampe vers elle, lentement, prend le canon d'un fusil à pompe et le pose sur sa propre tête. Il ne dit rien, mais on comprend tout. Tue-moi, s'il te plaît. Et elle le fait. Ce qui rend cette scène insupportable, ce n'est pas le gore, c'est l'amour, la compassion. Le fait que, dans ce monstre, il y avait encore quelqu'un qui ne voulait pas mourir comme un animal. You like this, Dave? Il voulait juste cesser de ressentir. Ce n'est pas une scène violente. Pas de couteau, pas de poursuite, pas d'hémoglobine à gogo. Pourtant, c'est certainement la scène la plus insupportable de l'histoire de l'horreur. Sally, la seule survivante, se réveille attachée à une chaise. Devant elle, une famille. Mais pas une famille normale. Une assemblée de psychopathes qui rient, hurlent, mangent de la chair humaine et se comportent comme si le dîner était un anniversaire. Le grand-père ressemble à un cadavre. Jusqu'à ce qu'on essaie de le faire tuer Sally, avec un marteau. On le place dans ses mains tremblantes. Il ne peut pas, mais il essaie, encore et encore, pendant qu'elle hurle comme un animal pris au piège. Et le pire, il n'y a aucune issue. Le plan ne coupe pas. La caméra reste. Le rire de Leatherface, portant le visage de sa victime en masque. Tobe Hooper ne réalise pas une scène d'horreur. Il orchestre un effondrement psychologique absolu. L'horreur n'est plus physique. Elle est pur épuisement mental. Tu ne regardes pas un film. Tu vis un cauchemar. Et quand ça se termine enfin, toi aussi, tu dois t'échapper. Je t'ai demandé de venir parce que je voulais que tu sois présent. Pas de musique, pas de montage, aucune alerte, juste un plan fixe. 2 hommes qui parlent dans une pièce. La conversation semble banale, sans tension apparente. Mais en dessous, il y a de l'histoire, de la culpabilité, un passé enterré. L'un d'eux, un immigré algérien, a été séparé de sa famille dans son enfance, à cause de l'autre.
Un acte raciste dissimulé, oublié, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Et maintenant, il est là, face à lui. Pas pour se venger, pas pour crier, juste pour dire une chose. Ce n'est pas moi qui ai envoyé les cassettes. L'autre lui demande « Alors, pourquoi m'as-tu fait venir ?» Et sans changer de ton, il sort un couteau et s'égorge, en silence. En face de la caméra, sans musique, sans drame, juste un jet de sang. Et là, tu réalises ce que tu es en train de voir. Haneke ne filme pas un suicide. Il filme la conséquence ultime d'un traumatisme structurel, d'une culpabilité qu'on refuse de voir. Et il le fait sans effet, sans montage, sans manipulation. C'est comme assister à une vraie mort filmée par accident. Parce que ce n'est pas filmé comme une fiction. C'est la mort la plus brute, la plus réelle, la plus dévastatrice jamais filmée. Tu n'as pas le temps de ressentir, juste de rester figé, comme le personnage. La scène la plus controversée de tous les temps, à tel point que je peux à peine la montrer. 9 minutes, un seul plan séquence, une caméra immobile, un tunnel souterrain et une femme seule. Ce qui suit est presque impossible à décrire sans te briser. Alex, interprétée par Monica Bellucci, est brutalement violée et battue jusqu'à perdre presque connaissance. Aucun montage, aucune musique, juste le son de l'acte, le silence de celui qui regarde, et la douleur la plus crue que le cinéma ait jamais montrée. Gaspard Noé ne coupe pas, ne stylise pas, il laisse juste la caméra immobile. Et c'est ça, le châtiment. Pour elle, et pour nous. Car on ne peut pas regarder, mais on ne peut pas détourner les yeux non plus. La violence ici n'est pas que physique, elle est cinématographique. Le plan ne s'arrête pas. La scène dure au-delà du supportable. Et quand tu penses que ça va couper, ça continue. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu cèdes. Beaucoup ont quitté la salle. Certains se sont évanouis, d'autres ont pleuré. Mais personne, absolument personne, n'est sorti de cette scène intacte. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas du voyeurisme. C'est une agression filmée avec la froideur d'une autopsie. Personne ne comprend vraiment cette scène. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si dérangeante. Henry, seul dans son appartement, s'occupe de son bébé. Si on peut appeler ça un bébé. Il ne semble pas humain, enveloppé de bandages, la peau humide, presque visqueuse. Il pleure, gémit. Il a l'air malade. Il souffre. Mais personne ne l'aide, personne ne le sauve. Alors Henry prend une décision. Il coupe les bandages. Ce qu'il découvre n'est pas un corps. C'est quelque chose de vivant, palpitant, organique. Les organes sont exposés. Un liquide blanc jaillit. Le bébé se tord, il hurle. Et toi, tu ne sais pas si tu assistes à une mort ou à une transformation. Mais le pire, c'est ceci. Personne ne sait comment cette créature a été fabriquée. À ce jour, David Lynch n'a jamais révélé ce qu'il avait utilisé. Ce n'était pas de l'animatronique, ni du stop motion. C'était réel, d'une certaine manière. Certains pensent qu'il s'agissait d'un fœtus animal embaumé. D'autres croient à un mécanisme. Mais la vérité reste un secret. Lynch ne laissait même pas l'équipe s'en approcher sur le plateau. Et ça rend la chose encore plus dérangeante. Tu ne vois pas juste quelque chose d'horrible. Tu vois quelque chose qui ne devrait pas exister. Quand tout s'effondre, quand la tête de Henry fond, quand l'espace se distorde, tu ne sais plus si tu as vu un rêve, une fausse couche mentale, ou la peur brute d'être père. C'est la terreur à l'état pur. La scène la plus perturbante jamais filmée. Ce qu'elle montre est absolument traumatisant. Mais le pire, c'est que c'est en grande partie réel. L'actrice, Isabelle Adjani, souffrait déjà de troubles mentaux pendant le tournage. Et lors de cette scène, elle a fait un véritable effondrement psychique. Les cris, les convulsions, les griffures, ce n'est pas du jeu. C'est une femme qui craque pour de vrai. Et le réalisateur n'a pas coupé. Pendant tout le film, on voit le personnage agir bizarrement. On ne comprend pas pourquoi. Et puis, d'un coup, sans prévenir, la folie et l'horreur atteignent un sommet insupportable. La caméra reste fixe, impassible, comme si elle assistait à un exorcisme émotionnel.
Adjani se roule par terre, se cogne la tête, rit, pleure, vomit, puis elle saigne. Un fluide blanc, puis rouge. Comme si elle avortait son âme. Il n'y a pas de musique, pas d'effet, pas de montage, juste de la folie. Crue, chronique, insupportable. Et le plus dérangeant, c'est qu'on ne peut pas détourner le regard. Possession n'est pas un film d'horreur. C'est une plongée dans la perte totale d'identité. Et cette scène, c'est la chute libre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire. Et surtout, je t'invite à découvrir ma nouvelle chaîne, Horror Prime. Une chaîne qui s'éloignera du cinéma pour explorer des faits réels, des mystères, et bien plus encore.